vacances sont terminées, la F1 est de retour. Les pistonnés aussi, du coup, pour votre traditionnel triptyque d'après chaque week-end de Grand Prix. D'ailleurs, le triptyque est devenu un quatuor, les amis. Un nouveau rendez-vous s'est invité dans la danse. Je vous rappelle bien sûr qu'on se retrouve tous les dimanches sur Winamax TV pour Pole Position. On en parlera dans cette émission avec un très bel extrait. Nouveau rendez-vous aussi après chaque Grand Prix à chaud. On débriefera chez Brut sur l'application avec vous, avec vos avis, chacune des courses, avec les pistonnés ici présents. Et puis bien sûr, le rendez-vous traditionnel First Team Sport le lundi, le débrief. Et puis bien sûr, le mercredi, le MAG. On est de retour donc pour le débrief. Le Grand Prix de Belgique qui avait lieu à Spa ce week-end. 14e manche du championnat du monde de Formule 1 2022. Et nos deux belligérants. Hamza Rahmani, comment vas-tu mon cher Hamza ? Ça va très bien, quel plaisir la Belgique. Le kiff. On s'est régalé. On va y revenir dans quelques instants. Monsieur Brice Germain, comment ça va Brice ? Ça va, je me suis pas tant régalé que ça, mais ça va. C'est pas le problème, hein. C'était ce qui s'y est passé plutôt. J'ai regardé la course avec Brice hier, on aurait dit une pub pour le Tranxène, vraiment, sans déconner, il était au fond du trou, mais on était tous un peu au fond du trou. Ouais, j'étais fatigué aussi. Tu commençais à en parler, Hamza, justement, quel plaisir, quel régal d'être à Spa, un kiff obligatoire pour la Formule 1, on pourrait le dire comme ça un peu. Hein. Le cadre, il est extraordinaire, il n'y a rien de nouveau si ce n'est... cette nouvelle tribune, si ce n'est cette nouvelle décoration, ce nouvel habillage avec les couleurs de la Belgique qui, je trouve, sublime encore le circuit, le retour des graviers. Voilà. Non, mais franchement, il est incroyable. Plaire. Ah non, mais il est incroyable. On lui met un bac, c'est Noël. Hein. Et la rénovation. En fait, il y a des circuits, quand tu fais des travaux, ils perdent un peu de leur charme. Spa, ça reste Spa. Et alors oui, à la prolongation, c'est une bonne nouvelle. Que 2023, malheureusement, mais superbe. Et pour les raisons qu'on connaît, c'est que Kyalami semble pas prêt pour 2023. Du coup, on va retrouver Spa. C'est quand même la bonne nouvelle de la semaine parce qu'il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles dans cette semaine, Brice. Hein. Ouais, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Après, encore une fois, je trouve ça désolant de se dire que Spa ne reste au calendrier que parce que Kyalami n'est pas prêt. Spa devrait même pas avoir à se justifier d'être présent au vu du mythe qu'est ce circuit. Il y a d'autres circuits qui sont dans ce cas-là. Et on ne fait que retarder le problème qui est celui de dégager des mythes du sport automobile. Donc... content pour 2023, mais encore une fois, la F1 n'est pas dans la bonne direction à mon sens à ce niveau-là. Et je trouve ça intéressant, c'est quand tu as été privé de Formule 1 pendant un mois, revenir à Spa directement, tu commences tout de suite par un menu 3 étoiles. On a été privé de 2 ans en plus de Spa. Hein, oui, donc, oui, t'as raison. C'est vrai que le bol d'air est agréable quand même. Exactement. Les gars, on se replonge un petit peu justement dans le résultat de ces 44 tours disputés sur le circuit de Spa-Francorchamps, le circuit préféré bien sûr des pilotes avec la 29e victoire de Max Verstappen, la 9e dans cette saison 2022, la 85e victoire aussi également pour Red Bull, doublé pour l'écurie autrichienne, 3e place pour Carlos Sainz, la 4e pour George Russell, seul pilote Mercedes à l'arrivée, 2 Alpines dans ce top 10, Alonso 5e, Ocon 7e, Leclerc 6e, on va y revenir, qui a été pénalisé de 5 secondes à l'arrivée de cette course, Vettel aussi également qui a fait une très très belle course, qui termine 8e, Gasly 9e, et puis un nouvel invité dans ce top 10, monsieur Alex Albon, qui prend le point justement de la 10e place. Ceci va nous emmener naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix de Belgique 2022. Je vous propose tout de suite qu'on lance le débrief. Le débrief du Grand Prix de Belgique, on va regarder ensemble quels sont les 4 enseignements justement des pistonnés à l'arrivée de cette course. On va notamment parler de Ferrari. Et si Ferrari devenait la 3e force avec ce rythme clairement inquiétant ? Hamilton, Alonso, il y a eu un crash, il y a eu un clash aussi également un petit peu verbal. On va y revenir dans quelques instants. Et puis on parlera aussi des 3 coups de cœur de Spa. Vous reconnaissez Gasly, Ocon et Alex Albon. Mais tout de suite, on attaque sur l'information principale, c'est-à-dire Verstappen qui a humilié le plateau 2022. Humilier notamment ses adversaires. Alors il y a la question Max Verstappen qui a écœuré ses adversaires, je le disais, parti de la 14e place, arrivé premier malgré une pénalité moteur après les qualifications. 2 victoires consécutives en partant justement P10 ou plus loin. C'est une première dans l'histoire de la Formule 1, enfin c'est une deuxième puisque seul Bruce McLaren avait réussi une chose pareille. C'était le seul hier capable de rouler aussi également sous les 1 minute 50 en course. Il a quand même mis 18 secondes à Perez, 27 à Sainz, 30 à Russell, plus d'1 minute à Charles Leclerc. Bref, sa 9e victoire dans cette saison. On rappelle que le record sur une saison, c'est 13 victoires. Donc quelque part, il s'en rapproche un petit peu. Et puis, il y aura un deuxième thème qu'on abordera après avoir parlé de Verstappen, c'est Red Bull. Red Bull qui semble être encore en net progrès. On rappelle qu'au premier tour, dans le premier tour, avec le départ raté de Perez, il n'y avait aucune voiture dans le top 4. Au 44e tour, le dernier tour de ce Grand Prix, on a eu l'impression que c'était la victoire aussi également la plus facile pour l'écurie autrichienne qui a été
écoutez bien, souverain dans le secteur 1, ils ont collé 2 dixièmes à la concurrence, 3 dixièmes dans le secteur 2, 1 dixième dans le secteur 3 aux autres. Et ce qui a un peu étonné tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, on avait la sensation que cette voiture avait une faible traînée, notamment dans les lignes droites, beaucoup d'appui dans les passages sinueux. Et en plus, on annonce des nouveautés du côté de Singapour avec un châssis sans doute un petit peu plus léger qui peut contrecarrer les plans de Max Verstappen et de Red Bull. Franchement, après ce Grand Prix, on a du mal à trouver la solution, les gars. Rendez-vous en 2023. Ah oui, Ouais, mais voilà. et même dans les déclats de tout le monde, là, c'est plié. Enfin, c'est-à-dire que même Ferrari, même Binotto, nous avoue que là, concrètement, il va falloir se concentrer sur l'année prochaine. Alors, Binotto dit que pour jouer le titre, il va falloir espérer des abandons de Verstappen. oui, il disait déjà il y a 3 courses qu'il fallait tout gagner pour espérer le titre. Donc, je vous rappelle qu'ils n'ont rien gagné là, depuis 3 courses. Donc, oui, là, il va falloir se concentrer sur l'année prochaine parce que, certes, Spa est un circuit particulier où, en l'occurrence, il n'y aura pas cet écart-là à tous les Grands Prix, notamment à Zandvoort qui devrait normalement plus avantager la Ferrari en termes de configuration. Mais la claque est énorme. On sortait d'un Grand Prix de Hongrie où c'était stratégiquement que Ferrari avait perdu le Grand Prix. Là, ils ont pris une claque de performance qui était violente. On s'était dit aussi au début du week-end que Ferrari avait fait des choix pour privilégier le secteur 2 et que Red Bull avait fait des choix pour privilégier le secteur 1 et 3. Mais au final, on s'est rendu compte que la réglabilité, on va dire, de la Red Bull lui permettait de délester son aérodynamique, favoriser sa vitesse de pointe sans pour autant rendre la voiture instable. Et quand tu mets Max Verstappen au volant de cette monoplace qui du coup peut se révéler être dans des configurations différentes toujours aussi performantes, lui il arrive à en tirer le maximum. C'est pas forcément le cas de Sergio Pérez, mais lui aujourd'hui, hier, il a fait une masterclass de maniabilité de sa monoplace qui est phénoménale. Enfin, mettre 8 dixièmes en qualification à tout le monde, on n'a jamais vu cet écart de la saison. Sur un run, hein. Sur un seul run. Il en rigolait d'ailleurs avec Lando Norris à la fin de la qualification. Et en course, mais je n'ai pas souvenir depuis l'époque Lewis Hamilton, il y a quelques années, d'une telle domination de rythme de course, que ce soit avant de dépasser tout le monde ou après, que ce soit en soft ou en médium. Ça a été de A à Z une démontada de la part de Verstappen. Franchement, bravo. Et Alors, ça, c'est à énorme. nuancer parce qu'il avait un moteur neuf, ce qui quand même facilite, on l'a vu l'année dernière avec Hamilton au Brésil. Mais effectivement, quand tu colles en moyenne entre 1 seconde et 1 seconde 5 à Carlos Sainz, lorsqu'il avait plus de trafic devant lui, Verstappen, sur les tours 9 et 10, et puis après, lorsqu'il était seul au monde, enfin, 1 seconde à 1 seconde 5, c'est quand même un écart. Si on fait les louanges colossal. d'Hamilton l'année dernière, on doit faire les louanges de Verstappen cette année, Ah, mais parce évidemment, que la c'est exactement configuration ce que est je fais. similaire quand même. Mais il faut quand même signaler tous les paramètres. Et puis, moi, la question que je me pose, alors, il n'y aurait pas eu du coup ce nouveau moteur, mais on est dans la fiction, mais s'il y avait un nouveau moteur plus départ à la première place, combien de pilotes auraient fini à un tour de Verstappen? Et on s'est dit au début de la course, tout le monde se disait ça va être une course incroyable parce que Verstappen et Leclerc partent derrière. Mais je sais pas. 6 places gagnées au premier tour. Tu avais quand même un arrière-goût en voyant les qualifs en te disant mais à quel moment ça va être incroyable. Tu sais que Verstappen, tu savais que Leclerc allait remonter. Mais tu savais que Verstappen allait remonter facilement, beaucoup plus facilement que Charles Leclerc. Et l'écart en qualification était si violent qu'à moins d'une déperdition de performance folle entre le mode qualif et le mode course, il y avait zéro chance que ça se passe autrement. 12 tours. 12 tours pour passer de la 13e à la première place. Ah, mais surtout, il remonte la moitié, il remonte 50% de la grille en un premier tour. En un tour. Et tu sais, alors, c'est une donnée, nous on n'est pas là-dedans, mais il y a une donnée quand même qui est importante. Les bookmakers avaient fait de Max Verstappen le favori en partant 14e. En partant 14e, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Les gars, quelques réactions justement des principaux concernés par cette humiliation provoquée par Max Verstappen ce week-end. Regardez les différentes réactions. Mattia Binotto qui nous dit ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir qu'ils ont été capables d'avoir peu de traînée en ligne droite et une grosse vitesse de pointe tout en ayant de l'appui, de la vitesse dans les secteurs plus sinueux. Ils ont aussi mieux géré la dégradation des pneus. L'écart que nous avons vu aujourd'hui n'est pas celui que nous aurons lors des prochaines courses. Spa amplifie toujours les écarts car c'est une longue piste. On verra si vous êtes convaincu par cet argument. Personnellement, je ne le suis pas. Charles Leclerc qui nous dit Red Bull évolue dans une autre catégorie. Ils ont trouvé quelque chose ce week-end. C'est un peu inquiétant et presque étrange de les voir tellement plus rapides que tout le monde. Et Christian Horner qui conclut en disant c'était l'un de ces week-ends lors desquels la voiture évolue dans sa fenêtre optimale et tout a marché à la perfection. Je pense que c'est l'une des plus
plus grandes performances jamais exécutées par l'équipe. Revenons sur ce qu'a dit Mattia Binotto. On en parlait tout à l'heure. La surprise, on savait qu'en ligne droite, cette voiture était au-dessus des autres sur ce plateau 2022. Est-ce que la surprise, c'est pas d'avoir vu Ferrari autant en difficulté dans les passages sinueux par rapport à cette Red Bull? C'est-à-dire que cette voiture, on a l'impression désormais qu'elle est complète. Elle n'a aucun point faible. Elle peut pas. Enfin, comment est-ce que vraiment c'est circonstanciel à Spa, ou est-ce que sur les prochains Grands Prix, on risque pas de voir la même configuration? Je pense circonstanciel, parce qu'il y a une explication. À la dégradation pneumatique. Il y a au-delà de la dégradation pneumatique, il y a une explication possible qui a été donnée par nos amis allemands de Auto Mort und Sport, qui dit bientôt en Bundesliga, Hamza Ramani au commentaire. Peut-être, on ne sait jamais. Qui parle quand même de la hauteur de caisse qui a été largement relevée chez Ferrari, mais aussi chez Mercedes. Et ça n'a rien à voir avec le changement de réglementation, notamment pour les rebonds, mais à cause notamment de l'eau rouge et de la grosse bosse entre le virage 14 et 15. On en parlait en course avec Carlos Sainz, qui disait que la hauteur de caisse, notamment de la Ferrari, a été élevée de 5 à 6 mm, ce qui aurait complètement désorienté la Ferrari, ce qui est énorme, qui est incapable, qui n'était plus capable du coup, qui n'était plus du tout dans sa fenêtre en fait optimale, ce qui rend cet écart manifestement important. On sait que la Red Bull, elle, n'a aucun problème ou a moins de problèmes avec ce type de changement de configuration. Ferrari, ça semble être le cas. Donc on verra sur les prochains GP, mais c'est peut-être quand même circonstanciel à Spa. Ah, puis tu as vu aussi que quand Sergio Pérez dépasse Carlos Sainz, je ne sais plus si c'est Verstappen ou Pérez, tu avais du coup sur Kemmel, tu avais le plan des deux voitures comme ça. Et tu en avais une qui était comme ça, qui était la Ferrari, et la Red Bull qui ne bougeait pas. Et du coup, en fait, les problématiques de début de saison ont été réglés chez Red Bull, parce qu'ils en avaient quand même un petit peu du marsouinage en début de saison, Red Bull. Mais Ferrari a tout retrouvé, comme Mercedes a tout retrouvé. Et sachant que Red Bull a réussi à développer la voiture depuis le début de saison, au final, l'écart, il s'accroît par rapport à ce qui était le cas en début de saison. Ils avaient des problématiques à gérer les virages lents en début de saison, des problématiques de fiabilité, ils ne poussaient pas le moteur Honda à fond. Là, maintenant, ils le font. Et 10 mois plus tard, on a vu quelle équipe a réussi à avancer sur des circuits tels que Spa, où justement, ça rebondit beaucoup, et une écurie qui n'a pas réussi à avancer. Le gap, aujourd'hui, il est énorme, et il salue le travail qu'a effectué Red Bull. Mais il salue aussi, pas que ça, il salue Max Verstappen. Hein, parce que, au final, l'écart qu'il y a entre Pérez et Carlos Sainz est digne d'un écart de fin de course entre deux écuries qui luttent, je trouve. L'écart qu'il y a entre Max Verstappen et Carlos Sainz, pas la même chose. L'écart qu'il y a entre Max Verstappen et Sergio Pérez, c'est pas la même chose. Verstappen, à un moment, il tournait 2 secondes au tour plus vite que Pérez. C'est hallucinant. Mais ça, encore une fois, l'arrêt de Carlos Sainz. Encore une fois, le revirement de décision de la part de Red Bull en cours de saison, de se dire, OK, Max va jouer le titre avec Charles, il faut absolument que nous lui donnions une monoplace qui lui convienne parfaitement, et il faut certainement abandonner l'idée de faire une monoplace qui convienne aux deux pilotes. On a vu tout de suite, après Monaco, Sergio Pérez décroître en termes de performance. Max Verstappen beaucoup mieux performer et être bien meilleur en qualification et en course qu'en début de saison. Et au final, Red Bull a fait son choix de mettre Max Verstappen vraiment dans les meilleures conditions. Et là, sur Spa, c'est criant. Il met 15 secondes à son coéquipier pendant la course, en partant 12 places derrière. Donc, il y a certes la Red Bull qui a un package qui est très bon, mais il y a aussi vraiment la performance de Max Verstappen, parce que non seulement il met 15 secondes d'avance, mais en plus il a remonté 14 places. Clairement. Et il y a le côté un peu serein. On regardait une statistique avant le début de ce Grand Prix. Avant la Belgique, il y avait, dans les tours menés depuis le début de cette saison, je crois qu'il y avait 20 tours d'écart entre Max Verstappen et Charles Leclerc. À l'avantage Verstappen. Ça montre aussi un petit peu la gestion qu'il a eue, en tout cas dans cette saison. Les gars, on parlait du record de Michael Schumacher et de Sébastien Vettel de 13 victoires sur une seule saison. Il lui reste 8 courses. Il est à 4 victoires pour égaler ce record. Qu'est-ce qui peut l'arrêter, Max Verstappen, très sérieusement? La fiabilité, mais je vois pas autre chose. Je vois pas autre chose. La chasse au record, c'est bien beau. Après, je rappellerai que Schumacher, il y avait quand même beaucoup moins de GP déjà que Sébastien Vettel. Alors, bien sûr. Ça, j'en Après, parlais Schumacher hier. n'avait pas de concurrence, contrairement à Verstappen qui, à la régulière, doit quand même se battre avec les Ferrari et qui est en train de il en les gagne mettre quoi, à 13 l'amende. sur 17, 13 sur 18. C'est ça, ouais. À peu près, ouais, je sais plus exactement. Mettons, encore une fois, science-fiction, je te filerai des thunes pour le copyright. Si Max Verstappen gagne les 9 courses qui restent, il est à 18 courses gagnées sur 23. C'est pour ça. Donc en soi, d'accord. oui, je suis d'accord que 13, c'est pas suffisant pour, entre guillemets, égaler dans les esprits le record de Michael Schumacher. Mais il est capable. Il a tout à fait et le matériel et le talent pour aller faire 14, 15, 16 victoires. C'est ça, exactement. Et comme Ferrari semble concentré sur 2023, Ça ne sert à rien, mais...
concentré. C'était pas sur ce mot, mais je te laisse libre A de... décidé de s'orienter vers, on va dire. Mais si Ferrari décide d'abandonner 2022 dans le développement et que Leclerc, Sainz sont entre guillemets démotivés par le fait que c'est fini, qu'est-ce qui va empêcher Max Verstappen d'aller faire comme Sébastien Vettel et d'enchaîner 8 victoires de suite comme en 2013 ? Aujourd'hui, je vois pas ce qui peut l'arrêter. Juste un mot sur le développement de la Red Bull, ce que disait Binotto, il faut quand même le souligner, je tiens à apporter cette information, il suspecte quand même un potentiel, en tout cas c'est ce qu'il laisse entendre, un non-respect du plafond budgétaire, parce qu'il trouve pas normal, en tout cas il n'arrive pas à expliquer comment Red Bull peut avoir ce rythme de développement et arriver en plus avec un nouveau châssis à Singapour, Tout à fait, il me semble. Mais allégé de 5 Et kilos. il estime qu'il n'y a pas assez de contrôle par rapport à cela. Après, c'est Binotto et on rappellera le passé très récent de Ferrari. Tout à fait. Ouais, et puis c'est pas dit que Niway est pas dans les moments de préparation des saisons, avant même qu'il y ait le budget cap, anticiper énormément de choses qui ont fait que les coûts ont été réduits pour le développement. Regarde-moi cette photo, comment elle est magnifique. Incroyable. La tribune est folle. Hein. J'ai hâte de voir la même à Las Vegas. Et tu parlais d'Adrian Newey. C'est vrai qu'on fait l'éloge aujourd'hui et c'est bien obligé, bien sûr, de Max Verstappen. Mais Adrian Newey, un jour, il faudra faire une émission sur lui parce que c'est Williams des années 90, belle hégémonie. C'est McLaren de la fin des années 90, 98, 99. C'est Red Bull, la fameuse hégémonie de 2010. Et aujourd'hui, l'homme traverse les âges, les décennies, mais nous pond toujours des masterclass et c'est assez exceptionnel. Et par rapport à ce que tu disais sur le plafond budgétaire, il faut aussi rappeler que Red Bull avait anticipé le phénomène du rebond, du marsouinage. Peut-être aussi qu'ils ont dépensé un petit peu moins de jetons et d'argent pour gérer ce problème, là où Ferrari et Mercedes. Je tenais juste à apporter l'info de la phrase de Binotto. Tu as raison. Et c'est vrai que, juste pour terminer là-dessus, je crois que c'était Frédéric Ferret sur ce plateau qui nous avait dit que ça va être très compliqué de gérer ces questions de cap budgétaire. Et puis de respect, de surveillance, exactement. Du respect du cap budgétaire. Et quand on y repense, chaque changement d'air amène à promouvoir le talent d'un des constructeurs sur un domaine en particulier. Le changement d'air de 2014, il a été fait pour les moteurs et l'hybridation des moteurs. Et Mercedes a été la meilleure écurie là-dedans. Et quand on parle de dessin d'une voiture, les moteurs n'ont pas changé depuis le 2014. Enfin, il y a des petites évolutions, mais ils n'ont pas changé. Aujourd'hui, on a une convergence des performances pour les moteurs. Là, c'est une ère de dessin. Bon, Adrian Newey, c'est limite si les écuries n'auraient pas dû se battre pour aller acheter Adrian Newey avant le début de la saison 2022. Complètement. Mais je pense qu'effectivement, Red Bull a les moyens de se le payer. Et est-ce que Ferrari n'a pas les moyens de se payer Adrian Newey ? On va en parler tout de suite dans le deuxième enseignement de la Scuderia Ferrari. Est-ce que surtout Ferrari n'est pas en train de devenir la troisième force de ce plateau au vu du résultat, notamment du côté de Spa ? Grise mine chez les Rouges, un rythme plus qu'inquiétant, 0 performance sur les médiums. Sur le deuxième stint de Leclerc, c'était franchement assez inquiétant. Il était à 2 secondes à ce moment-là, bien sûr, des Red Bull et bien rentré. Une seconde autour de Russell. Hein. De Russell, tout à fait. Encore quand même trop d'erreurs, les gars, notamment dans la gestion. Moi, je me pose encore la question et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Pourquoi, à un moment donné, on n'a pas testé ou tenté de mettre les gommes dures sur la voiture de Leclerc quand on a vu, notamment lors du deuxième stint, que les médiums, en tout cas, ne fonctionnaient pas ? Il y a cet imbroglio, cette erreur au 43e tour, lorsqu'à 2 tours de la fin, on décide de prendre le risque d'arrêter Leclerc. Alonso repasse à ce moment-là Leclerc et dans la précipitation, en plus de ça, Leclerc, fait un excès de vitesse dans la pit lane, ce qui le pénalisera de 5 secondes, ce qui va lui faire perdre en fait 2 points, là où on cherchait à récupérer 1 point. Ça paraît complètement hallucinant. Et puis il y a quand même un petit peu toujours la malchance, la schkoumoun en tout cas pour Ferrari et pour Leclerc, le coup du tir-off sur le frein de Leclerc, Max Verstappen qui retire cette petite visière. Voilà, c'est un peu Mario Kart, tu sais, il y avait un peu cet effet-là. Bref, il y a la schkoumoun aussi. Et puis à côté, Mercedes, est-ce qu'elles ne vous ont pas un peu surpris ce dimanche parce qu'on les avait vus en grande difficulté vendredi et samedi ? Toto Wolff nous disait il y a trop de traînées, il y a trop de sous-virages, il y a trop de rebonds, elle est trop instable à l'arrière. Et au final, on a vu un rythme de course qui était quand même bien meilleur qu'espéré, meilleur notamment que celui de Ferrari. Malheureusement pour eux, il y a eu cet abandon d'Hamilton, on y reviendra un petit peu plus tard, qui fait que désormais Mercedes a 41 points de retard sur Ferrari. Est-ce que justement dans cette lutte Mercedes-Ferrari, au vu de la physionomie de cette course, on ne va pas assister à un basculement et à un changement d'ordre établi dans les courses à venir et sur cette deuxième partie de saison ? C'est l'impression que ça laisse. Après, la course de Ferrari, étant donné que tous les Ferraristas ont pris des coups de poignard par leur écurie depuis le début de saison, ça pour moi c'est un coup de lime à ongles.
ça n'a pas été si cata que ça, dans le sens où, vu le rythme de leur monoplace, ils avaient de quoi faire 3 et 4, et finalement, ils ont fait 3 et 6. On a vu pire en termes de gestion. Donc, à la rigueur, il y a un coup de malchance avec le tir-off. Il y a ce call de la fin de course où, effectivement, il fait un excès de vitesse de 1 km/h. C'est dangereux, mais au final, s'il n'y a pas cet excès de vitesse, il prend quand même ces points. Donc, à la rigueur, je me dis, c'est pas si cata que ça. Maintenant, si la perf n'est plus là, c'est la seule chose qui leur restait quand même. Donc ça, c'est compliqué. Maintenant, j'aimerais aussi parler d'une chose, c'est la manière dont les deux dirigeants d'écurie, que sont Toto Wolff et Mattia Binotto, voient les choses. Mattia Binotto, depuis le début de saison, et encore là, la clownerie ne s'arrête jamais, au moment des déclarations, il nous dit « Oui, le week-end est satisfaisant, on n'avait pas de rythme, mais au final, on a fait un bon résultat, on a bien géré, on a fait une bonne stratégie, c'est pas mal. » En face, tu as Mercedes, qui revient de nulle part, qui sort encore un bon résultat par rapport à ce qu'ils ont fait en qualif, qui aurait dû scorer plus que Ferrari, puisque Hamilton est en DNF, et que certainement qu'Hamilton aurait eu un aussi bon rythme que George Russell aussi, donc ils auraient été à la lutte. Et Mercedes dit « C'est une course à oublier, c'est catastrophique, c'est nul. » Qui a la mentalité de gagnant dans l'histoire ? Je te laisse deviner. Qui arrive avec une monoplace en début de saison qui est performante et doit jouer le titre, et qui dit, quand ils font 3 et 5 avec un rythme 1 seconde 5 plus lent au tour que la Red Bull, c'est bien. Et qui arrive derrière avec une monoplace kata et dit que 4e avec un DNF, c'est horrible. Je te laisse deviner qui, à mon sens, va réussir à bien gérer les virages et à bien manager ses écuries pour revenir au top. Mais je pense que c'est pas Ferrari. Et encore une fois, la manière dont ils nous ont montré comment ils voient les choses, c'est plus alarmant encore que le manque de rythme qui, pour moi, est circonstanciel à Spa et qui va disparaître. Maintenant, il va falloir voir s'ils arrivent à développer cette voiture dans le futur, parce qu'avec une mentalité pareille, j'en suis pas sûr. Pour rester justement sur ce thème de mentalité, comment Red Bull a battu Mercedes ? Enfin, a gagné le championnat du monde pilote. Avec les dents. Parce qu'ils avaient des tueurs. Ouais, avec les dents. Chaque ligne de la Avec pyramide, l'organigramme, à chaque ligne, il y avait un tueur. Comment doit faire Ferrari aujourd'hui pour battre l'écurie dominante ? Parce qu'on rappelle que Ferrari, en termes de performance, ils sont quand même là. Oui. Il faut des tueurs. Ferrari n'a pas ces tueurs. Oh, Thierry Henry. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Soit tu vas chercher des tueurs, et dans ces cas-là, peut-être que tu peux espérer te battre. Mais Ferrari, on en parlait, je crois, il y a quelques mois ou quelques années, quand on avait fait une des nombreuses émissions Ferrari. C'est pas dans la philosophie de Ferrari, effectivement, d'aller chercher des étrangers pour diriger ou pour mettre à des postes clés, forcément. Il y a cette volonté. C'est là que ça a gagné. C'est ça. C'est avec ça que ça a gagné. Depuis une décennie ou 15 ans, il y a cette volonté, j'ai l'impression, de rester limite entre italo-italiens, même s'il y a certains. Mais je ne sais pas si c'est ce qui permettra aujourd'hui à Ferrari de progresser. Parce que s'il n'y a pas cette mentalité de tueur, honnêtement, je ne vois pas comment aujourd'hui Ferrari peut se battre, même à moyen terme, sur un titre mondial. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une différence en termes de performance qui soit colossale entre Red Bull et Ferrari. Je ne sais pas, je te donne un exemple, 1 seconde, 1 seconde 5, c'est comme à Spa. Ouais, Autour, par rapport, pour éventuellement pouvoir, grâce aux performances de ta voiture, gommer les nombreuses erreurs. Sauf que je ne suis pas sûr qu'on y arrive à cette seconde 5. Si tu as 2 monoplaces équivalentes, on l'a vu la saison dernière, comment Mercedes a fait pour rester, même lorsque Red Bull semblait largement devant, parce qu'ils avaient cette mentalité et parce qu'ils ont su aller tous ensemble avec cet objectif commun et cette mentalité de tueur. Si Ferrari n'a pas ça, je vois pas comment, même à moyen terme, Ferrari pourra aller chercher un titre. Mais c'est intéressant parce que hier, dans le débrief brut, on a beaucoup parlé de Ferrari ensemble. Et c'est vrai que Brice disait, il y a un problème, et on en parle beaucoup dans cette émission, depuis le début de la saison, il y a un problème de perméabilité, on va dire ça, à la pression. Et c'est peut-être intéressant ce que tu dis, c'est est-ce qu'il ne faut pas aller chercher justement des gens, entre guillemets, un peu à contre-culture de Ferrari, de l'Italie, etc. L'époque Jean Todt, Ross Brown, Rory Byrne, etc. Peut-être que c'était des gens aussi qui prenaient un peu moins la pression. Mais c'est ce que disait, je ne sais plus qui le disait sur notre plateau, Frédéric Ferré, je ne sais plus, mais Ferrari, c'est la seule écurie de F1 qui a la pression d'une équipe de foot. Ouais, c'est vrai. C'est tout un pays qui a quand même les yeux rivés sur la Scuderia. Nationale, c'est même pas une pression locale, c'est national. Oui, quand je parle d'équipe de foot, je parlais plutôt de la sélection. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Ferrari, c'est la seule équipe qui se fait tuer en cas de mauvais résultat. Clairement. Publiquement. Red Bull, c'est anonyme en Autriche. Mercedes, il y a quand même une pression qui est moindre par rapport à Ferrari. Donc je suis pas sûr que ce soit quand même si évident à gérer que cela. Non, puis quand tu prends le prisme du côté de la marque, Ferrari, c'est la seule voiture, c'est la seule marque qui existe aux yeux des fans par le sport automobile. Red Bull, c'est pas le cas. Et Mercedes,
c'est une marque généraliste. Ferrari, ils vendent des supercars parce qu'ils ont la réputation d'être les meilleurs en Formule 1. C'est les plus grands constructeurs de voitures au monde. C'est censé être ça. La voiture rouge, voilà, il y a tout ce mythe autour. Si effectivement, dans ton image, tu te fais bafouer par une équipe incompétente, il y a un moment donné où c'est pas que sur la Formule 1 que ça va déborder. Aujourd'hui, quand ils ont mis Mattia Binotto, ils ont fait le choix de mettre un mec qui était là lors des titres de Schumacher. Mais en tant qu'ingénieur, pas en tant que manager, pas en tant que gérant, pas en tant que directeur, pas en tant que décideur. Et aujourd'hui, il le paye. C'est pas une question de mettre des étrangers, c'est une question de se remettre en Une question. autre culture. C'est au-delà de l'étranger, si tu veux, c'est quelqu'un qui vient avec une autre culture et qui peut être un petit peu plus imperméable justement à la pression italienne, à la pression de l'environnement Je ne Ferrari. sais pas si la on nous l'a perméabilité à la pression, c'est la cause principale, mais je pense que ça joue. Mais attends, on nous l'a dit. On nous l'a dit dans le paddock. On nous a dit que concrètement, Ferrari passait son temps à épier ce qui était dit sur eux C'est vrai. et qu'ils étaient sur les dents avec absolument tout le monde Oui, c'est une parano. et qu'ils ont une paranoïa globale. Et c'est pas des journalistes qui nous Non, l'ont dit, c'est un c'est des gens ressenti dans les paddock. écuries. C'est un ressentiment dans les écuries. Que vraiment, tu parles sur Ferrari, il y a 2 mecs qui viennent te voir en te demandant pourquoi tu as dit ça. Alors que eux-mêmes ne savent pas gérer leur communication. Donc il y a un gaspillage global d'énergie chez Ferrari qui fatigue absolument tout le monde et qui fait que je pense que les stratèges et les 2 ingénieurs de piste, ils ont en permanence un sniper sur la tête. Tu parles de De la l'ingénieur part de de course. Ferrari. Regarde la fin de course. Ils font des erreurs Je ne monumentales. sais pas si tu as entendu la fin de course. Après la fin de course, Ricciardo Adami, donc l'ingénieur de course de Carlos Sainz, s'est excusé auprès de Carlos Sainz de l'avoir entre guillemets saoulé en répétant à chaque tour d'éviter la bosse entre le virage 14 et le virage 15. En quelle année tu vas t'excuser de faire ton travail? Mais moi, J'imagine, ça peut être agaçant pour un pilote effectivement, et puis mais tu peux pas t'excuser de cela. Mais Tu fais ton taf. Non, Mais même sur le mou, tu sais, sur le call. Et le taf, en l'occurrence, c'est l'intérêt de l'écurie. Les ingés sont liquéfiés depuis quelques courses. Mais même sur le call de Leclerc, où on dit à Leclerc, on va t'arrêter pour faire le meilleur tour. Leclerc dit, c'est très mou. Leclerc dit, non, moi je pense que c'est pas Moi, une bonne idée. ouais, j'ai pas envie de Je pense prendre que le c'est risque. Ouais, j'ai pas envie de prendre le risque. Et on lui etc. répond, rentre ce tour. Rentre. Mais ça, à si la vous me limite- dites de le faire, Non, si vous me mais- dites de le faire, je le fais. Ça, Et à un pour- moment donné, enfin, tu vois. Ça pour moi c'est pas un problème parce qu'on Non. voit entre guillemets l'autorité de Ferrari. Ferrari mais- estime que moi le problème Ou le c'est manque que sur les d'autorité de autres Charles Leclerc. Dans sur d'autres non formes, il y a une prise sur de d'autres- pincettes de tous les sur côtés. d'autres radios de Charles Leclerc, Mhm. il y a parfois un échange très très long. Je me souviens vers la mi-course on dit si on t'arrête maintenant tu préfères mettre les durs ou les médiums. C'est bien, moi je trouve c'est bien Oui, bien de sûr. mettre le pilote de... Mais la radio elle a duré 1 minute 30. 1 minute 30. Oui. Tu sors. Would trouve you qu'il y a pas- like il y a pas- to il y a pas- machin, voilà. Il y a des formes. Il y a pas vraiment, besoin c'est de prendre autant de la queue de formes. la reine d'Angleterre. Tu sens qu'en fait, ils veulent plus vexer. Ils prennent des pincettes Mais oui, même avec leurs pilotes. Mais oui. C'est là où je trouve qu'il y a une inquiétude. Moi, encore une fois, c'est un regard extérieur, mais j'ai l'impression qu'il y a une ambiance interne assez étrange. En tout cas, c'est pas une ambiance de travail saine pour aller Ouais, chercher des titres C'est mondiaux. des éléphants dans un magasin de porcelaine. T'as l'impression qu'ils savent pas quoi faire. Et je pense sincèrement que les ingés, aujourd'hui, ils sont sur le muret. Ils sont comme ça. Sclérosé. Et il n'y a plus aucune lucidité qui en ressort. Il faut assainir ça. Et je vois pas, sans communication entre tout le monde, je vois pas comment c'est possible. Et en fait, tu avais l'impression au début de course qu'il y a eu une communication. Mais derrière, dès lors qu'ils se sont rendus compte que ça commençait à foirer, bah, c'est reparti en travers. L'ingé de Leclerc savait plus qui était devant lui. Ouais, ça à la limite, c'est une erreur. Bon, je suis pas. Non, enfin, mais il se communique pas sur les pneus qu'ils lui mettent en qualification. Bien sûr. Enfin, Il y avait ouais, cette erreur-là aussi. Non, mais c'est attends, C'est vrai qu'il y a enfin, cette erreur-là aussi. il y a un moment donné où enfin, après, encore une fois, depuis notre canapé, c'est très facile à dire. Mais si c'est pour nous, c'est très facile à dire et que pour eux, ça ne l'est pas, il y a forcément un élément que nous, on n'a pas, qu'eux, ils ont, et c'est le stress. Et je vois pas comment ça peut être autre chose que le stress, parce que c'est pas des mecs débiles, c'est des mecs qui ont fait des écoles, s'ils ont été recrutés par Ferrari, il y a une raison. Et si ils paniquent comme ça, c'est comme quand tu es face à une tâche que tu ne sais pas faire, même si elle est simple, comme tu ne sais pas la faire. Tu paniques, tu stresses et tu deviens encore plus bête que ce que tu n'es normalement. Juste Ben là, très, très rapidement pour conclure l'histoire de la pénalité de Leclerc où on ne prévient pas Charles Leclerc. Moi, je pense qu'il y a une explication toute simple plutôt que de tomber sur C'est Ferrari. que ça tombe au moment où il est devant la presse, en fait. Non, c'est pas ça. C'est que ça tombe au moment où Verstappen Oui, il a était dû prêt, sortir les de la mecs voiture. étaient prêts. Je pense qu'il était sorti de la voiture. Parce qu'on rappelle qu'à Spa, le tour fait 7 km Oui. et qu'il n'y a pas de tour de parade entre guillemets à la fin de la Ouais, course. Tu rentres tout de suite au stand. Donc peut-être que Charles Leclerc n'était tout simplement oui, pas c'est dans un sa argument voiture. facile derrière Tout à fait. pour taper. Pour Taper sur Ferrari, oui, mais avec les bons arguments.
Absolument. Avec mesure, bien évidemment. Tu parlais de communication. Il y a eu de la friture dans la communication entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. On va essayer de décrypter un petit peu ce crash du premier tour entre ces deux champions du monde. Regardez plutôt avec ce tableau. Rappelle bien sûr des éléments puisqu'on n'a pas la vidéo disponible avec nous. Le crash donc a lieu quelques temps après le premier tour. Enfin, dans le premier tour, quelques temps après le départ. Bataille pour la 3e place. Hamilton attaque Alonso à Combe. Il est à ce moment-là à l'extérieur. Il referme à la fin du virage sur Alonso. Alonso, à ce moment-là, est dans son angle mort. Il ne le voit pas. Bref, c'est le crash, c'est la collision et surtout abandon de Lewis Hamilton qui a fait un joli vol plané par l'arrière. C'était assez impressionnant. Ça a dû faire mal, ça. Ça a dû faire très, très mal. Il y a une voiture avec iRake pour la première fois. C'est ça. Il en avait besoin en 2021, mais c'est trop tard. Exactement. Après le crash, et on y reviendra, il y a eu le clash. La radio, bien sûr, de Fernando Alonso. On vous montrera ça tout à l'heure, bien sûr, avec les propos. Le geste d'Alonso aussi au moment, je ne sais pas si vous avez vu cette image, au moment où il voit que Lewis Hamilton est arrêté sur le bas-côté. Ouais. La réponse de Lewis Hamilton qui a quand même fait son mea culpa devant les médias. Et puis le changement de ton pour Alonso. Je vous ai séquencé, les gars, image par image, les on-board et de Fernando Alonso. On va peut-être d'ailleurs commencer par ça. Et de Lewis Hamilton. On est tous d'accord ici pour dire que oui, c'est un simple incident de course et que s'il y avait un fautif, enfin un des deux qui était plus fautif que l'autre, ce serait un petit peu plus Lewis Hamilton. Mais en termes de pilotage sur cette action, je trouve que Fernando Alonso n'a absolument rien à se reprocher. Effectivement, Lewis Hamilton ferme, mais l'explication de Lewis Hamilton sur l'angle mort, elle est tout à fait plausible dans le sens où Lewis Hamilton, son dépassement, il était plus qu'entamé, il était quasiment fait, il n'avait aucun intérêt à aller fermer Fernando Alonso. Au final, ça lui a coûté la course alors qu'il était à ce moment-là deuxième. C'est même pas potentiellement, c'est qu'il était deuxième. Le dépassement était accompli. Donc effectivement, moi je pense c'est pas une erreur du pilotage ou une erreur du pilote, c'est juste un angle mort et il n'a peut-être pas pris l'information suffisamment tôt, je sais pas, mais pas d'erreur de pilote. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est Lewis Hamilton. Parce qu'il y a aucune, comme je le disais hier, il n'y a aucune règle qui oblige un pilote à freiner. Ouais, complètement. Donc en l'occurrence, il est sur sa ligne, il ne bouge pas de sa ligne, Alonso. Maintenant, oui, on peut se dire qu'il a forcé un peu parce que l'aileron avant, au moment du point de braquage. Alonso, je dis, on peut se dire qu'il a forcé dans le sens où, en fait, il a rien fait pour éviter l'accrochage. Mais en fait, c'est pas à lui, de faire les choses pour éviter l'accrochage. En fait, je te rejoindrais, excuse-moi de te couper, je te rejoindrais si Alonso se battait avec un novice, dans le sens où... Mais moi, je pense que dans la tête de Fernando Alonso à ce moment-là, au-delà de l'adrénaline d'être deuxième, c'est j'ai Lewis Hamilton à côté de moi, je sais qu'il sait se battre, moi je sais me battre, je sais qu'on va tous les deux se laisser suffisamment de place. Oui, mais du coup, la règle qui dit qu'on doit être... Enfin, que si tu es devant au moment du point de corde, la place est à toi, entre guillemets, faut-il encore que Lewis Hamilton termine sa manœuvre de dépassement, ce qui n'est pas le cas, et qui n'a pas été fait, et il l'a terminé sur la roue avant gauche de Fernando Alonso, on est bien d'accord. Donc si je dois effectivement attribuer une faute, c'est à Lewis Hamilton. Maintenant, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, mon cher Manu. Vas-y, c'est l'occasion, on est là pour ça. Et vous n'allez pas aimer. Je vois qui va s'en prendre. Prépare les munitions. J'ai les deux comme ça, là. J'ai deux snipes qui m'attendent. Je commence à en avoir un peu plein le dos que Fernando Alonso se prenne pour le donneur de leçons de la Formule 1. Je trouve que c'est marrant une fois, que quand il fait ça à la Tsunoda, il fait papa avec le petit. C'est pas pour défendre particulièrement Lewis Hamilton, parce que ça aurait été un autre, ça m'aurait fait la même chose, mais c'est juste que là, en fait, ça fait 3 fois depuis un moment. Je vous rappelle qu'il cite les règles de la FIA en team radio, qu'il s'énerve et que ce masque qu'il affiche depuis qu'il est revenu en F1 de « Mais non, je suis un mec cool, regardez, je construis Alpine, et derrière, je vous la mets dans l'os en partant chez Aston Martin. » Et ce genre de comportement-là, où il donne des leçons, enfin, clairement, en fait, il dénigre et il insulte un mec. Alors, il y en a beaucoup des mecs qui dénigrent et qui insultent, mais je trouve que Alonso, c'est quand même très récurrent qu'il fasse le donneur de leçons, et ça commence un petit peu à me gaver. C'est un avis, c'est pas du tout un fait, c'est pas du tout journalistique. Non, mais t'as raison, c'est important. Mais hier, je me dis encore, vas-y, c'est bon. Tu sais quoi? Non. Arrête de t'exprimer comme ça, quoi. Tu sais quoi, je vais laisser Hamza répondre. T'as 42 ans. On en a parlé hors antenne, justement, ce matin, avant de commencer cette émission. On en a parlé avec Hamza. Ça vous régale, et moi, ça me régale. Et Hamza a les meilleurs arguments. Juste avant de donner la parole à Hamza, regardons ce qui s'est dit, justement, dans le petit clash entre les deux hommes. Clash en trois séquences, on va dire, en 3 temps, avec d'abord notre ami Fernando Alonso qui dit
dans sa radio, fermer la porte alors qu'il est à l'extérieur, quel idiot, on fait un méga départ, mais ce gars ne sait conduire que lorsqu'il part en tête. Ça, il le dit dans la radio, il le dit à son ingénieur, c'est important. Acte 2, Lewis Hamilton, après, qui arrive devant les médias et prend connaissance de ce qu'a dit Fernando Alonso dans sa radio. Je voulais discuter, attendez, je vais remettre juste ici, parce que comme ça je vais pouvoir lire. Je voulais discuter avec lui jusqu'à ce que j'entende ce qu'il a dit à la radio. C'est bien de savoir ce qu'il ressent à mon égard, c'est mieux quand c'est révélé au grand jour. J'assume mes responsabilités comme un adulte, ce n'était pas intentionnel. Il fait son mea culpa. Acte 3, Fernando Alonso qui arrive devant les médias avec du recul. C'était un incident de course, rien de plus à dire, comme avec Rosberg il y a quelques années. J'étais frustré à la radio et maintenant, je suis surtout surpris qu'il ait vu l'accident et assume ses responsabilités. C'est très gentil de sa part. Alors, juste une chose sur l'acte 3, quand il parle de Rosberg, il parle de Rosberg Belgique. Oui, bien sûr, et Belgique. pas Barcelone. Barcelone. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, c'est vrai moi, que... moi, honnêtement, je te trouve très... Alors, je peux comprendre l'agacement sur effectivement l'aspect d'honneur de son. agacé comme Brice. Par rapport à hier, moi, je comprends pas la polémique dans le sens où l'acte 1, c'est en course, il y a l'adrénaline, tu fais, comme tu dis, un super départ, t'es deuxième. Il l'a dit, Fernando Alonso, cette saison, il a eu des problèmes lorsqu'il partait devant, hier, Canada, des problèmes mécaniques ou des incidents de course. Moi, je vois pas le scandale dans le sens où c'est un pilote qui exprime sa frustration à ce moment-là. Il y a l'adrénaline. J'aurais bien aimé, si tu avais une radio lors de ton crash, lors de la première course de kart avec Manu, j'aurais bien aimé t'entendre, toi, à ce moment-là. Ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la deuxième chose, parce que je t'ai vu, lorsque Manu lisait la déclaration de Fernando Alonso, notamment l'acte 3, Fernando Alonso, c'est un contexte totalement différent. La course est terminée, il est à froid. On lui rapporte que Lewis Hamilton, pas excusé, mais en tout cas a assumé ses responsabilités. Le ton est différent, les paroles sont différentes parce que c'est un pilote qui arrive à froid. Encore heureux que lorsqu'il a... Ah, tu penses que c'est de la com? Non, mais en fait, j'ai mon petit côté complotiste sur Alonso, moi. J'ai mon petit côté... les grands sourires de Fernando Alonso sont très souvent là pour communiquer et il est toujours aussi requin qu'avant. On s'est laissé avoir pendant 2 ans, mais là, en fait... C'est en train de ressortir un petit peu au grand jour. C'est peut-être un petit peu boosté par ce qui s'est passé avec Aston Martin. Hein. Mais quand je vois qu'il hurle comme ça à la radio et derrière... Mais non, qu'est-ce que machin. Non, en vrai, là, pour moi, c'est de la mauvaise foi totale. Parce que t'as été, en l'occurrence, contrairement... C'est un sentiment. Contrairement à Manu et moi, toi, t'es encore plus susceptible de comprendre ce qu'a vécu Fernando Alonso parce que t'as piloté en tant que pilote de kart. J'imagine que des situations frustrantes, t'en as vécu. J'imagine que à l'instant, 5 secondes après l'incident, t'es énervé, t'es enragé, et 1 heure ou 2 heures après l'incident, ou 3 heures même peut-être, t'es beaucoup plus calme. Je trouve qu'en vrai, à ce moment-là... Oui, non mais je comprends que tu parles de l'adrénaline du moment. Après, tu as des manières de le faire. Le nombre de fois où un pilote dit « What an idiot, he pushed me off the track », ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qui est différent ? Mais le gars, là... Je sais pas, moi j'ai le sentiment qu'il y a une analyse profonde de ces 10 dernières années qui ressort et où il dit ce gars ne sait que piloter devant. C'est-à-dire qu'en fait, attends. T'as ce côté... Pour venir à ce que tu dis, c'est-à-dire que lui, parce qu'à la fin de la course, il a dit c'est le problème de ses communications, c'est que moi je parle à mon ingénieur, mais ça passe à la télé. C'est-à-dire que pour toi, c'est pas si naïf que ça. C'est-à-dire que quand il le dit, il sait que ça passe à la télé. Il parle pas forcément à son ingénieur, il parle au public et il humilie un peu Lewis Hamilton. Oui, c'est ça que tu veux dire. Moi, quand je pense à ça, je me dis que ce genre de réflexion, il le pense depuis 2007. C'est ce que dit Lewis Hamilton. C'est ça que je me dis. C'est ce que dit Lewis Hamilton. C'est pour ça que je pense à ça. C'est que je me dis qu'en fait, il ferme bien sa mouille depuis des années là-dessus parce que machin, il veut communiquer et tout. Mais ça, il le pense depuis des années, tu vois. J'ai ce sentiment que ça ressort et que ça dégueule là. Mais comme j'ai pas aimé la sortie de Raikkonen sur Di-Resta en Hongrie en 2017. Où il dit qu'il retourne sur ses TV stuff, c'est-à-dire que lui devait penser au moment où il revient en F1, genre mais qu'est-ce qu'il vient faire, c'est un reporter, il devait le penser et sous l'énervement ça sort. Si t'aimes pas ce type de radio et si t'aimes pas que les pilotes expriment publiquement, non, il a 41 ans. Va faire du tennis. Non. Là tout est plat, Arrête. Et ne va surtout pas voir Nick Kyrgios. Mais ce que je veux moi justement dire, je regrette ça va être un exemple, c'est tout. Excuse-moi, tu travailles dans le football, tu sais très bien que les déclarations, l'important c'est les 3 points, on a fait un bon match alors que tu détestes ça. Moi, t'aimes avoir un mec qui arrive et qui te dit crûment ce qu'il pense. Là, Fernando Alonso, ou en tout cas, ou n'importe quel autre pilote, au moment de l'incident, il exprime ce qu'il ressent. Alors effectivement, derrière, c'est beaucoup plus plat ou c'est beaucoup plus mesuré, mais parce qu'il n'y a plus justement cette adrénaline. Mais moi, j'en veux pas un pilote d'exprimer ce qu'il... Et même s'il le pense. Et même s'il le pense, mais tant mieux qu'il l'exprime.
Moi, je trouve juste que la manière dont il le fait depuis quelques courses fait un peu vaniteux de dire j'ai l'expérience que vous n'avez pas, j'ai le talent que vous n'avez pas, je n'ai pas eu le palmarès que j'aurais dû avoir et je vous fais la leçon. C'est plus ça, parce que qui s'énerve contre un autre? Moi, c'est pas la platitude qui m'intéresse. C'est juste Hamilton. C'est juste le fait qu'ils s'en prennent. Mais non, c'est pas ça. C'est pas Hamilton. C'est Hamilton ou Vettel. C'est la manière de donner des leçons. C'est juste ça, c'est-à-dire qu'en fait, qui s'énerve? Tout le monde s'énerve dans des moments comme ça, je suis bien d'accord. Et c'est humain de s'énerver. Et même toi derrière ton canapé, j'imagine que... Je donne des leçons à Ferrari, oui. Donc... Non, mais un peu de trash talk dans cette période assez neutre où chacun pèse ses mots. Comprends. Moi, ça fait partie de l'entertainment. Bon, après, mais l'énervement me régale. Toi, hein. Alex Caddy a tweeté hier et il pense comme toi. L'énervement me régale. Le fait de donner les leçons me saoule. C'est juste ça. Ouais, je comprends. Bon, écoute, on referme, on sera pas d'accord là-dessus. Défoncez-moi. Vas-y. Non, mais non, on n'est pas forcément neutre en plus sur la question. Les gars, les 3 coups de cœur, c'est le 4e enseignement. Les 3 coups de cœur de Spa, en plus du trash talk de Fernando Alonso. Les 3 coups de cœur, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Alex Albon, bien évidemment. On commence avec Ocon. Ocon, c'est le coup de cœur c'est le coup de cœur de Hamza, pardon, excuse-moi. Avant de parler d'Esteban Ocon, déjà Alpine, mais je crois un 16 ou un 17-0 à McLaren. 16-0, ouais. McLaren inquiétant encore ce week-end. Hein. Ouais, c'est 4/5 des points d'écart qu'il y a, c'est aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on a tous vu les images. Deux doubles dépassements extraordinaires. Sur la ligne droite, c'était Gasly et Vettel. Ouais. Et puis derrière, à l'extérieur sur Gasly, alors que Gasly était un petit peu en avance. Et effectivement, le double dépassement à l'arrêt de bus, je sais plus sur qui, bref, en tout cas, Esteban Ocon, je trouve qu'il nous a régalé. Et puis on rappelle qu'il part peut-être. Il part, lui aussi fait partie des pilotes fond de grille, puisqu'il part, je crois, 17 ou 18e. Il arrive dans les points, 7e, une course propre. D'ailleurs, hier, dans l'émission Post-Race Show sur la F1 TV, il estime que c'est la meilleure voiture, la meilleure Alpine qu'il a pilotée depuis son retour en F1 et depuis qu'il est chez Alpine. Donc à voir aussi si Alpine n'a pas trouvé quelque chose, même s'il y a eu effectivement un nouveau moteur comme pour Verstappen, et ça facilite certainement sa course, mais à noter et à surveiller lors des prochains Grands Prix. Exactement. On enchaîne avec l'autre coup de cœur, c'est Pierre Gasly, je vais le défendre. Pierre Gasly qu'on avait quitté justement avant les vacances, on avait dit beaucoup de tensions, beaucoup de crispations, beaucoup d'erreurs, beaucoup de surconduite, la volonté d'en faire beaucoup parce qu'il n'avait pas la voiture. Et mine de rien, pour son 100e Grand Prix, je trouve qu'il a réussi à gommer un petit peu tout ça. Il partait P8 sur la grille du fait des pénalités. Il avait quand même collé 5 dixièmes à Tsunoda qui était un petit peu au fond du trou en qualification, notamment en Q1. Il y a ce problème moteur qui se règle au dernier moment. Je crois que c'est à 90 secondes du départ qu'ils arrivent à démarrer ce moteur. Électrique, tu vois. Exactement, problème électrique sur le moteur. Et derrière, Pierre Gasly, donc il va partir des stands, il va partir dernier. Et Pierre Gasly va remonter jusqu'à inscrire les 2 points de la 9e place. C'est quand même assez extraordinaire. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. Si on doit justement faire le rapport avec l'attitude du Pierre Gasly qu'on avait laissé partir en vacances, on disait énervé, il faisait beaucoup d'erreurs. Là, il a été très proactif dans sa stratégie. C'est lui qui décide notamment du call à la fin du premier relais, d'anticiper justement ce premier arrêt. Et quelque part, à la fin, il est véritablement récompensé. Avec une AlphaTauri qui, certes, des propos et des mots de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda semblaient aller un petit peu mieux ce week-end, mais qui n'est quand même pas la principale force, en tout cas, de ce midfield. Donc la performance est extraordinaire. 100e Grand Prix, honoré comme il se doit. La mémoire forcément d'Antoine Hubert, honoré aussi parce que chaque passage de Pierre Gasly à Spa est forcément un rendez-vous un petit peu spécial. Et aussi, les gars, peut-être que la fameuse rumeur qu'il envoie du côté de chez Alpine, on sait qu'il était bien entouré, c'est ce que nous confiait Canal+ ce week-end avec la présence de sa famille, de ses avocats, de tout son entourage en tout cas. Cette fameuse rumeur qui l'emmènerait dans le baquet à côté d'Esteban Ocon, on en parlera d'ailleurs mercredi dans le débat, cette silly season complètement folle, peut-être que ça lui a permis de se voir pousser des ailes, mais en tout cas bravo Pierre Gasly parce que cette remontée était incroyable. Tu veux nous parler d'Alex Albon? Ouais, Alex Albon qui est quand même un choix pour remplacer George Russell. Bon, le paquet était quand même difficile à assumer pour Alex Albon. Il fait pas toujours des bonnes courses, mais là en l'occurrence ça a été, je trouve, exceptionnel ce qu'il a fait. Et je voudrais saluer la manière dont Williams et Jost Capito travaillent avec Alex Albon. Alex Albon est un pilote talentueux et de pointe, rapide, et ils ont réussi à régler la monoplace pour faire en sorte que Alex Albon soit le moins dépassable possible, qui ne soit pas forcément le plus rapide sur la piste, mais le moins dépassable possible en enlevant l'aéro et en privilégiant la vitesse de pointe. En sachant qu'il y avait des pénalisés,
il savait du coup que la Williams allait remonter au classement et que du coup ce qui était important c'était de bien se qualifier pour derrière faire le bouchon en piste. La stratégie a parfaitement marché, la Williams était extrêmement lente dans le secteur 2 mais on ne peut pas y dépasser et dans le secteur 3 et secteur 1 était intouchable. Stroll est resté une dizaine de tours à moins d'une seconde d'Alex Albon sans pouvoir y faire quoi que ce soit, alors que l'Aston Martin ce week-end avait un potentiel de jouer les points de façon beaucoup plus stable et sereine que la Williams. Donc Alex Albon, coup de cœur, il se qualifie 6e bien sûr avec les pénalités et il réussit à ramener ce point de la 10e place qui est extrêmement toujours important pour Williams. La stratégie était bonne, les stratèges étaient bons, la manière de concevoir Williams depuis 2 ans, à savoir jouer sur les forces de la monoplace à certains moments pour faire des coups et accepter son statut de fin de tableau à d'autres moments, je la trouve exceptionnelle. Le combo est très bon et le départ de George Russell aujourd'hui se voit beaucoup moins que ce qu'on aurait pu penser grâce à Alex Albon. Exactement, et c'était l'une des choses qu'on attendait. Rappelez-vous, sur la preview, on avait dit on aurait bien aimé comparer justement les perfs de Albon à celles de Russell, et en effet, tu fais bien d'en parler. Les gars, petit point sur le classement des pilotes, le classement des constructeurs. Vous dire qu'il y a eu un petit peu de changement. C'est Sergio Pérez désormais qui reprend la place de 2e devant Charles Leclerc. Il y a quand même 93 points d'écart entre Verstappen et son coéquipier Sergio Pérez. Aussi également, on notera que pour 1 point, Sainz repasse devant George Russell qui compte aussi également 24 points d'avance sur son coéquipier Lewis Hamilton. Et puis, on notera aussi également du côté des constructeurs que l'avance de Red Bull est désormais de 118 points sur Ferrari. On a dit une quarantaine de points entre Ferrari et Mercedes notamment, et puis Alpine qui creuse un petit peu l'écart notamment avec McLaren, et vraisemblablement Alfa Romeo ne sera pas dans la lutte, pourrait ne pas être dans la lutte à la 4e force ou 4e place de ce classement des constructeurs. Revenons sur un sujet, les gars, très rapidement pour conclure cette émission. Vous le savez, chaque dimanche, nous sommes sur Winamax TV dans la très belle émission Pole Position. Ce week-end, on a décidé de tout vous dire sur une mauvaise nouvelle qui est tombée cette semaine, qui était malheureusement un petit peu, pas attendue, mais redoutée. Le Grand Prix de France ne sera pas au calendrier de la Formule 1 en 2023. On vous a livré dans cette émission 40 minutes d'explication sur pourquoi ce Grand Prix de France n'est pas là l'année prochaine. Est-ce qu'il pourrait revenir justement dès 2024 ? Petit extrait, et je laisserai Hamza bien sûr commenter tout ça. C'était hier et on vous invite à revoir cette émission bien sûr en entier. Première explication, celle d'Alain Prost, une explication qui avait été donnée sur Canal+ lors de la dernière édition du Grand Prix de France à la fin juillet. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a peu d'objectivité lorsqu'on lit différentes choses. Les teams ne sont pas tous très objectifs. On ne peut pas dire qu'ils défendent vraiment le Grand Prix de France. Pourquoi ? Parce qu'il y a des courses qui donnent beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'argent, et cet argent est réparti entre les équipes. Si on lit entre les lignes et si on explique ce que veut dire Alain Prost à travers cette déclaration, c'est que tout simplement, les écuries, vous le savez, ont des sponsors. Ces sponsors donc donnent de l'argent course après course à ces écuries. Sauf qu'en France, on a 2 principes. Le principe déjà de la loi E20, c'est-à-dire pas de pub pour l'alcool, pas de pub pour le tabac, pas de pub non plus pour la vape. Et également le betting qui ne peut pas apparaître sur les monoplaces, qui fait que si par exemple une écurie comme Alfa Romeo gagne 1 million d'euros du côté par exemple d'Abu Dhabi où tous ces sponsors sont autorisés, eh bien le ratio n'est que de 250 000 euros du côté de la France. On a l'impression que c'est surtout une affaire de gros sous. Est-ce surtout une affaire de gros sous ? Oui, en tout premier lieu, oui. On sait aujourd'hui, sans donner de détails, que les Grands Prix qui signent des longs contrats, que ce soit l'Australie, Bahreïn, Jeddah, je ne suis pas sûr qu'ils en ont signé un, mais on est sur 3 fois et demi, voire 4 fois ce qu'a payé le Grand Prix de France en termes de droits d'entrée pour la saison 2021. Donc, forcément, quand il y a une logique de marché, quand vous faites payer quelqu'un une somme A1 et quelqu'un une somme 4, forcément, vous avez quand même plus tendance à vous rapprocher de la personne qui paye la somme 4. Tout ça pour dire que moi, je pense que c'est une décision qui est prise depuis longtemps. Mais très longtemps, que la FOM a joué avec la France et le GIP en disant « oui, non, mais on verra, machin », pour les garder motivés, pour voir s'il ne peut pas y avoir une proposition de dernière minute qui est arrivée. Mais l'allocution d'Emmanuel Macron au mois de décembre, le prix d'entrée qui avait été renégocié à Abu Dhabi pour le Grand Prix de France à la hausse, tout ça, je suis persuadé quand même que derrière, Domenicali était sûr de son coup, qu'il ne voulait plus retourner au Paul Ricard, que les écuries ne voulaient plus retourner au Paul Ricard, parce qu'il n'y a pas assez de loges VIP, parce qu'on ne peut pas arrêter tous les sponsors, parce que comme tu l'as dit, les sponsors ne peuvent même pas être sur la voiture. Bref, ça ne rentre pas dans le... La France est de moins en moins en corrélation avec le microcosme économique que la F1 impose, qui est très américain. Et du coup, le Castellet, en plus, n'allait pas avec ce principe de loge, d'accueil VIP et tout. Donc on s'est dit, on les mettra plus loin.
La seule chose qu'à mon avis la FOM veut, c'est que la France revienne, mais avec un projet différent et que le fait de les sanctionner par cette non-présence au calendrier soit un rappel pour dire va falloir faire beaucoup mieux que ça et coller beaucoup plus à nos attentes si vous voulez revenir en Formule 1. On vous invite bien sûr à revoir ou à voir cette émission, c'est 40 minutes sur pas les disparitions, mais le retrait en tout cas du Grand Prix de France du calendrier 2023 et peut-être sur les suivants. Hamza, juste une petite réaction sur justement cette nouvelle. C'était la mauvaise nouvelle de la semaine dernière. Oui, mais en fait, Brice a tout dit, donc je crains T'as pas pour écouté, en fait. l'avenir de Nice. Enfin, j'ai pas envie de voir la F1 à Nice. Ah, clairement. J'ai pas envie de voir la F1 On en parle dans de ce une dossier, ville. d'ailleurs, dans Moi, j'ai l'émission. envie de voir la F1 sur un vrai circuit de Formule 1. Il y en a 2 aujourd'hui en France. Si la France doit revenir, malheureusement, je suis pas sûr que ce soit Manicourt ou... 3 si on met un gradin au Mans. Si Ouais, on arrive à adapter même les choses. honnêtement, je suis même pas Au sûr Mans que ça Bugatti l'intéresse. du coup. Oui, Je suis même pas sûr que ça intéresse. Enfin, je sais pas. Moi, je. la CO, non, ça les intéresse pas, mais. Après, oui, mieux vaut avoir un GP à Nice, à Marseille, à Paris, à Lille, où tu veux, plutôt que de ne pas en avoir. Mais moi, perso, j'ai pas envie de ça. J'ai pas l'intérêt de faire un Grand Prix à Nice, t'as déjà Monaco, ce sera la même chose en fait. Enfin, Après, ils se débrouillent, ça, c'est pas mon c'est la problème. même Riviera, c'est le même principe quoi. Enfin, même si c'est pas le même circuit, ce sera juste en plus cheap. Enfin, il y aura pas le côté glamour que la F1 adore. Donc, je vois pas l'intérêt de faire 2 Grands Prix à 7 km l'un de l'autre. Enfin, 30 km l'un de l'autre, c'est un peu crétin, mais bon. On a pas mal enquêté sur le dossier, en tout cas cette semaine. Sachez que on est vraiment qu'aux prémices, puisqu'en fait, quand Domenicali a lâché l'information, les équipes du Grand Prix de France elles-mêmes n'étaient pas au courant, l'ont appris en fait par voie de presse. Classique. Comme ce qui se passe souvent malheureusement en Formule 1, la forme est toujours mise un peu de côté. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ma dernière question là-dessus, les gars. Les équipes du Grand Prix de France, et vous le verrez dans cette vidéo, nous ont dit qu'ils travaillaient déjà sur le dossier 2024. Est-ce que vraiment vous êtes optimiste sur le fait qu'on retrouve un Grand Prix de France à court, moyen, long terme? Je suis optimiste sur le fait qu'ils savent qu'ils ont un nouveau projet à proposer et un projet qui soit totalement différent de ce qu'ils ont proposé là. Je pense que Domenicali leur a dit ce qui allait pas. Je Ce pense qu'ils que voulaient en tout cas, Oui, voilà. comme le Grand Prix de Et Nice. qu'il est ouvert à avoir une nouvelle proposition, car il sait l'importance du fait d'avoir la France au calendrier par rapport à l'histoire. Et justement, ce sont des pays caution de tout ce qu'il peut faire à côté pour gagner de l'argent. Donc il y a besoin de ça impliqué. Parce que c'est aussi un gros marché, c'est de la France. Et la francophonie de manière générale. Maintenant, le GIP, je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de cartes en main pour proposer quelque chose de vraiment totalement différent. Il faut l'implication de l'État. L'État, comme je l'ai dit là, n'est pas forcément dans les dispositions les plus optimales pour arriver et dire on va claquer 50 millions d'euros dans la promotion d'un Grand Prix de Formule 1. Je ne suis pas sûr. Ou la construction d'un nouveau circuit. Ou la- avec oui, une c'est grande ça, ville. ouais. C'est vraiment pas dans les priorités actuelles, notamment si on pense d'un point de vue électoral. Si un président arrive et qui dit non, mais plutôt que mettre 50 millions dans les hôpitaux ou dans la transition énergétique, on va les mettre 50 millions dans la construction d'un Grand Prix et 50 millions de plus sur la promotion. Non, il faut faire avec ce qu'il y a et ce qui existe. Ce qui existe, c'est 2 circuits ou la ville. Donc derrière, je ne sais pas comment la France peut rehausser le niveau au point de plaire à Domenicali et en même temps rester sur la logique qui est celle la logique électorale, qui est celle d'aller dans un sens différent en termes du tout construit, quoi. On espère en tout cas qu'on n'attendra pas 10 ans pour retrouver le Grand Prix de France, d'autant plus qu'il y a une petite hype quand même autour de la Formule 1 en France. Ça ne serait pas forcément une très très bonne nouvelle pour le fait de perpétuer cette culture F1 et de conserver bien sûr ce côté un petit peu hype. On referme le sujet, je vous invite à aller voir bien sûr sur Winamax cette très belle émission. Le SUM a changé de côté, c'était comme ça que c'était bien sûr titré, avec Spa qui est renouvelé pour 2023. T'aimes bien et pas le Castellet. tu sais de qui c'est, Tu n'est-ce sais pas qui c'est, forcément, bah oui. Les amis, c'est la fin de ce débrief, mais on se retrouve mercredi avec une émission spéciale. Vous êtes nombreux à nous l'avoir réclamé tout l'été. Parler de la Silly Season. Et cette question, Fernando, c'est quoi ce bordel? Alonso, dans un premier temps, son ultime mauvais choix de carrière. C'est la première question qu'on posera. On reviendra sur la signature de Fernando Alonso pour Aston Martin. Oscar Piastri, l'insolence du génie, pour l'interrogation, pour essayer de comprendre cette attitude qui est assez folle et ce refus surtout de piloter chez Alpine. Et puis on se posera la question aussi également du sort de Daniel Ricciardo, qui ça y est, c'est officiel, ne pilotera pas chez McLaren l'année prochaine. Doit-il rester en Formule 1? On en parle mercredi pour une émission tout à fait spécial. Merci Brice, merci Hamza, merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi, cette émission va vous plaire, je vous le garantis.